Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à la Maison de la Poésie de nous accueillir, à Olivier Chalençon et toute l'équipe. On est très heureux d'être là ce soir pour le dernier exemplaire de la revue Catastrophe, Catastrophe numéro 5, qui vient clore une aventure qui s'est engagée en 2017, aux alentours de l'été 2017, avec un premier numéro en ligne à l'octobre 2017. Et puis, on a fait 5 numéros papier qui ont servi un petit peu de best-of comme ça de ces numéros en ligne au fil des années. On en a fait 5. C'est la 3e fois qu'on vient à la Maison de la Poésie pour les présenter. On avait fait une première soirée en 2018, une deuxième soirée en 2022. Et donc, on est vraiment très heureux d'être là ce soir. Alors, la revue Catastrophe, quand on l'a commencée en 2017, on se trouvait dans une situation du champ de la poésie contemporaine qui n'est plus exactement celle de maintenant. On se relevait un peu de la querelle des formalistes et des lyriques qui avait occupé une bonne partie des intérêts de la poésie des années 90 et 2000, en France en tout cas. Et nous, avec Laurent Albarracin, Guillaume Condello, tous les trois, qui étions déjà en contact les uns avec les autres, on ne se reconnaissait pas tellement dans cette querelle des formalistes et des lyriques, ni du côté formaliste, ni du côté lyrique, ou plutôt on se sentait un petit peu appelé des deux côtés, dans la mesure où on avait l'impression que la poésie intéressante, c'était une poésie qui travaillait la forme, mais qui, travaillant la forme, travaillait aussi des états de la langue, et avec des états de la langue, des états du monde, et avec des états du monde, une expérience du monde qui impliquait des subjectivités, de sorte qu'on se reconnaissait à la fois un peu du côté des formalistes et un petit peu du côté des lyriques. Donc on a monté cette revue Catastrophe avec cette idée qu'on ne voulait pas être d'un côté ou de l'autre, et qu'on voulait vraiment mobiliser les expériences linguistiques, les expériences de la forme au service d'une découverte du monde et au service d'une meilleure compréhension de la manière dont nos subjectivités pouvaient habiter ce monde. Donc on s'est lancé comme ça. Et pour nourrir nos sommaires, on a commencé à s'intéresser un petit peu aux poètes et aux poétesses qui étaient autour de nous à la même époque, aux alentours de 2017. Et parmi les premières poétesses dont on a découvert le travail, il y avait Julia Lepère, qui à l'époque n'avait pas publié de livre, mais qui avait publié quelques poèmes en revue, et dont le travail nous a tout de suite intéressés. Depuis, Julia a publié plusieurs livres, notamment Je ressemble à une cérémonie, dans la collection Signe, au Corridor Bleu en 2019. Puis Par elle se blesse, chez Flammarion, en 2022. Et ces jours-ci, elle sort son premier roman, qui s'appelle La mer et son double, aux éditions du Sous-sol. Donc, je vous demande d'accueillir Julia Lepère. Merci beaucoup, et merci beaucoup Pierre Vinclair, qui je crois ne s'est pas présenté. Vous devez savoir qui c'est, mais tout de même. 11 novembre 2022. À Marseille, 11 champs. La fille aurait pu habiter dans un château au-delà des plaines. Ses longs cheveux autour d'elle, captifs. Sa peau, sa gorge close et ses lèvres, jour après jour, mordues dans l'écho qui sous-tend nos mythes. Un territoire respire fort. Pour remonter à la surface, c'est quand elle dort. Il est vrai que la fille pourrait être aussi une mer, étrange, coulante, envahie de déchets, immobile, esclave d'un vent puissant, écroulant sans cesse le temps à l'horizontale, horizon d'une ville tentaculaire, oraison pour les morts, lumière de passage comme ces goélands à ma fenêtre. Elle découle d'une présence arrière. À présent, nous sommes deux à garder la terre. 11 novembre, Marseille, 11 champs. Je lis aux héros de l'armée d'Orient et des terres lointaines. En ce jour d'armistice où la prison de l'île barre un soleil d'automne, même si l'automne n'existe pas ici, ni le printemps. L'été, l'hiver seuls se disputent les bateaux et les géants de pierre.
Le sud était comme une écharde sous sa peau, goût de verre, bête au pelage dur, se tiennent au milieu des chemins sans bouger jusqu'à faire céder l'homme, le fusil à la main. Le nord l'avait marqué de métal dès la naissance, dans la grisaille d'une ville sauvage. Peu de lumière, quelques pierres, précieuses à chérir en secret sous le tapis oriental, poussiéreux. Elle devint l'épouse échouée d'un marin délimité par des bottes sur le ponton. Elle glissait en pensée. Une île se souvenait d'elle à chaque départ du cargo. Voici la plage du film Pierrot, le fou. Elle y venait avec l'amant les jours de pluie, mais l'amant n'est pas devenu bleu. Son visage de cuivre se détourne, marche toujours un pistolet à gauche de la lumière lunaire. Et la maison tout de même a explosé. À l'intérieur, les ruines se sont recomposées en poupées de chiffon pour jalonner l'escalier tournant. Une pierre fait une tache de sang avec cette peur que déborde du silence un nom. Moi, je n'étais ni Marianne, ni Molly, le jouet d'aucune fiction, personne ne m'écrivait. Et si sur la plage, certains soirs, j'oubliais aussi de dire non, c'était au souvenir d'un train, rose roulant au bord des éoliennes, d'une larme pointue au milieu de milliers. Un mois durant, dans les rues de cette ville, au bord d'un morceau de lettre, près de la statue aux bras tendus, dos à la mer, près du regard ouvert de l'amant la nuit. Ici se sont noyés ceux qui avaient une terre. Un feu nous a précédés. Il marche comme un arbre déraciné. Je pense à la conquête de peuples anciens de l'autre côté, hurler, cogner, tenir la torche, faire claquer le fouet dans l'air, étrangler de paroles de douceur. Moi, je n'ai jamais su soumettre même un seul homme. À cet instant, pour le prouver, il reprenait le chemin vers sa fuite. Toujours le même orage se prépare, qu'un mouvement de machines et de corps crée. L'appartement laissait passer la mer. Respirer alors voulait dire se noyer. Rien ne bougeait vraiment à part le vent. Souvenir parmi d'autres. Pénélope, en miroir, prise dans sa toile comme dans une voile, prie. Pendant ce temps, des prostituées font des allers-retours sur le port. Pensées sur leurs chevilles d'algues, désir carte au trésor dans leur ventre tonnerre, puis boussole déréglée quand dans la cale, il les faisait descendre. Alors la nuit, les baleines changeaient leur course, il leur poussait des griffes, elles rugissaient de se sentir trahies. Cela est un rêve que j'ai fait loin d'ici. Ulysse, lui, était parti d'un récit vers un autre, d'une épopée sanglante vers une flash morne. Seule la couverture du livre s'était épaissie et puis l'époque avait bleui, la terre s'était ouverte. Quelques cauchemars étaient nés d'une absence. Les tournois avaient lieu dans le secret des criques. Et lui cherchait, Ithaque cherchait à oublier un chant, une chevelure. Et lui ensemençait les peuples qu'une fille mère bordait. Ne cessant de quitter les yeux fous de l'île, la femme fidèle jouait de son instrument muet. Quelque chose se passe toujours ailleurs, c'est
l'écueil de la quête. À l'est, la mer créa la terre. On imagine difficilement le monde noir et cerclé d'incendies, difficilement l'attente aux extrémités d'un soulèvement de fer dedans, les dômes où les prières étouffent les suaires. La civilisation allait éclore dans un geste troué. Cela, on peut l'imaginer, l'effacement. À l'ouest, la terre créa la mer. Deux continents lentement s'entrechoquent. On voit fissures, montagnes et peut-être un grand phare. Laisser place aux cimes, aux percées serait plus difficile. La mémoire enlise. Voilà comme deux naissances inversées font une mère prisonnière. Elle attendait sa soumission, pâle et défaite, comme un Indien, lien, participe passé. Sur la crête des rochers, le peintre les fit voler, harpies, naufrage incessant, un mélange de branches sur une rive. Il y a longtemps que l'arbre originel ne donne plus. Quelqu'une est venue ici il y a longtemps. Elle a gardé un cyclamen sauvage dans sa main qui gonflait. Une flèche vole au-dessus de sa tête. Pourtant, jamais il n'y eut d'Apache ici. Et puis, Apache veut dire ennemi dans la langue unie. Par la fenêtre, au hasard d'une phrase, brouillard, petite pièce froide où je restais, parlant aux arbres. L'été, s'il faisait beau, la voiture trouait le chemin vers l'eau noire. J'attendais la fin de l'enfance. Il y eut la maison sur l'île des morts, la chaleur du village, l'âne au bout du chemin et la grand-mère sorcière. J'ai perdu sa bague et elle, sa fille, il y a longtemps, jumelle du père. Alors, il me fallait l'algue dans l'œil, les mains nouées, il me fallait transpirer le feu froid des filles du Sud. Étouffer autour d'une table, ne pas parler, laisser le corps des hommes où il voudra aller. Les plats refroidissent. Personne ne rompt plus le pain. Nous avions fui la mer comme après une guerre. Nous étions allés là où tout le monde va, au nord, vers les cathédrales, scintillantes de pluie. Marchant dans la forêt, quand je fermais les yeux au creux de l'arbre de la pierre, tout coulait, manquant de sel, sève, poussière, terre mouillée, stagnante dans les mémoires d'ancêtres me demandant pourquoi partir encore, étourdi d'avoir su que les couleurs coupaient. Des taches rouges sont, parmi les ruines, quelqu'une, finalement, est revenue parmi deux, mers, du nord, du sud, de l'est et l'ouest bordent le fantôme et l'absente. Les colonnes gravissent la montagne filante, le cirque est vide. Il faudrait pouvoir voler, dit l'acrobate en s'écrasant. Ce qu'il soulève recouvre les derniers combattants. Et parfois, dans un vase, sous la maison aux volets clos, fanent des parts du soleil. Ici ou là, plusieurs vagues dispersent nos peurs, leur parlant. Merci beaucoup. Alors dans ce numéro de Catastrophe, le 5e,
On peut trouver un assez grand nombre de textes, une douzaine de textes, qui mobilisent des rapports un petit peu différents au collectif. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont individuels, il y a des textes qui sont d'un auteur sur un autre auteur, et puis il y a aussi des textes collectifs, comme le texte qui s'appelle « Le peuple du Rhône », qui mobilise une vingtaine d'auteurs qui ont chacun écrit un fragment poétique sur un fragment du Rhône. Et cette idée du collectif, pour nous, à Catastrophe, elle est extrêmement importante. Et en se demandant pourquoi est-ce qu'elle était si importante pour préparer cette soirée, je me disais que, en fait, pour nous, une revue, c'est pas vraiment comme une petite société qu'on aurait créée avec nos codes, comme on peut s'imaginer parfois un courant littéraire, ou même simplement quand on parle de ligne directrice dans une revue, comme s'il y avait une unité qu'on imposait à différentes singularités. Pour nous, c'est plutôt l'articulation d'individus qui chacun ont leur monde et qui seulement ont quand même besoin des autres pour pouvoir chacun avoir son monde. Et je me disais, c'est un peu comme une ZAD. Chacun construit sa cabane, peut-être à partir des ruines du langage ordinaire ou des conversations courantes, fabrique sa petite cabane de langage qui est singulière, mais on a quand même besoin de vivre au milieu des cabanes des autres, non pas pour recréer une contre-société, mais simplement parce que c'est dans la communauté avec les autres qu'on peut mieux explorer sa propre singularité et qu'on peut mieux ensuite aller à la découverte de la forêt qui est autour, des bois, du désert, de sorte que cette idée d'un collectif comme articulation de singularité s'articule pour nous avec l'idée de reportage ou d'anti-reportage, puisqu'il ne s'agit plus de prendre les catégories du réel telles qu'elles nous sont offertes ou telles qu'elles sont déjà présentes, mais d'aller à la découverte du réel dans son étrangeté. Et cette catégorie de reportage ou d'anti-reportage, c'est quelque chose aussi qui est très présent dans ce numéro. Je vous parlais tout à l'heure de la descente du Rhône. Il y a aussi un texte dans ce numéro qui est un texte de Louis Imbert, qui est un texte extrêmement intéressant dans la manière dont il articule justement l'expérience subjective et des questions formelles. Et c'est ce texte que vous allez maintenant entendre, qui se déroule entre la Palestine et Israël, aux alentours de Jérusalem. Je vous demande d'accueillir Louis Imbert. Permettez que je ramène des fleurs à la maison. 1. 7 mai 2020, 6h56, Jérusalem, rue Caspi. Je regarde les feuilles de journaux que les frères Aéridzadeh et Sam Ramanian peignent le matin au petit déjeuner. The National fut un bon journal. Je les ai manqués à Dubaï. Et puis je les ai croisés dans leur carton à Paris, à la galerie In Situ en 2018. Ils ont shippé leur titre à un poème de Wisława Szymborska, « Forgive me distant words for bringing flowers home ». Wybaczcie mi dalekie wonie, se nosie kwate do domu. J'ai envie de le reprendre. Il met quelque chose en branle, comme un petit moteur à 3 temps, poc, poc, poc. Ils se resservent un café, une tartine, poc. Les 3 Iraniens en exil relancent leur infini conciliabule. Un coup de pinceau, poc. Mon voyage au rythme d'un petit moteur diesel. Depuis bientôt 1 an que je vis à Jérusalem, je finis par me trouver mieux que partout ailleurs, entre Jourdain et Méditerranée, disent-ils, dans cette ville qui n'appartient à personne. De la fenêtre de ma chambre, la nuit, je cherche le quartier arménien dans la vieille ville. La ligne verte traverse ma cuisine, selon Google Maps, qui l'amincit sensiblement. Le curseur bleu qui marque ma position ne cesse de glisser en tous sens lorsque je tente d'y poser le pied. 8 mai 2020. Une telle névrose de la terre, déclinée ici de tant de manières, il y a de quoi rendre circonspect le cueilleur de fleurs et d'herbes aromatiques. Sage, sauge. Vraiment, quelle petite piscine que ce pays. De Jérusalem, nombril du monde, il faut 4 heures pour atteindre des montagnes discrètement militarisées,
à la frontière nord, à travers un causse qui laisse glisser sur lui du vent, pour une fois ininterrompu par le bâti. Vers le sud, il faut 3 heures pour toucher au plateau désertique où le vieux David Ben Gourion fit du yoga tête en bas, lut le Zohar compulsivement, rêvant encore de coloniser la Guyane française. Pourquoi êtes-vous venus ici? Vous, les étrangers, vous finissez toujours par partir. 9 mai 2020, 5h45, rue Caspi. J'observe le visage de mon fils, Pierre, 5 mois, de très, très près. Couché au bord de son œil, à lui, puis l'aube sur cette ville compte 7 collines, comme toute ville sainte ou impériale depuis Rome, des miradors et quelques tours. Les nuages montent en pente raide des ruelles de Silouane au dôme gris d'Al-Aqsa. Du sud de la vieille ville, Jérusalem paraît tout en vallons et trous d'herbe, toute empêchée de croître, figée dans sa forme des années 60. L'étranger, c'est fatal, anime au premier abord, en dépit des meilleures intentions des gens du pays, une petite particule de haine. Cela tient à sa position déplacée, hors de propos. Que vient-il faire sur ce champ de bataille, entre Sébet et Aïros chinois, au marché de Baka? 2. Petit pays, roule au fond de mon œil. L'œil du randonneur recompose le paysage de mémoire. Soit dans le petit pays, sans point de vue ni focal, au contraire de l'œil du cartographe, de l'œil du Dieu punissant pour lequel nulle ombre n'existe dans la vieille ville, de l'œil du gecko qui distingue les couleurs dans un faible clair de lune, de l'œil des caméras de surveillance de Calandia au beau cul rond comme œil piqué, où passent des milliers de travailleurs chaque jour plus vite, parce qu'un programme informatique stocke et reconnaît leur visage, définissant au passage une nouvelle vitesse de la circulation du regard dans les visages, et dressant une sorte de wouzou de la Palestine. Comment tu me regardes? 3. 9 mai 2021. Tout le monde ici est en pilote automatique, a longtemps répété Tania. Il suffit de tendre le micro à n'importe quel kidam, et c'est vrai. Peu d'endroits au monde où le discours s'épuise tant dans ses ornières. Cependant, choisir de raconter aussi clairement que possible et demeurer dans les lieux communs du langage. D'ailleurs, ce mois de mai, il s'est passé quelque chose. 11 mai. Jamais depuis 2014, on n'avait vu tant de Palestiniens dans la ville juive. Or, soudain, les jeunes filles qui faisaient la Passaggietta rue de Jaffa, les familles qui grimpaient aux oliviers dans le parc des constructeurs, rentrent chez elles, remontent à la surface comme gouttes d'huile. Ce qu'il y a de terrible, c'est la vitesse prise. Dans la zone industrielle de Lod, un milicien juif qui traîne une barre de fer sur le bitume se penche sur notre pare-brise. Mais ils vont voir agir. Cette ville dite mixte aujourd'hui est à vomir. À Ashkelon, cette nuit déserte, le présentateur de la chaîne 12 mâche un sandwich à côté d'une lampe. Il tient plateau sous un palmier poussiéreux devant la façade blanche trouée d'un pavillon. Une roquette tirée de Gaza y a tué une aide à domicile indienne. Raliz Rayon, t-shirt Fresh News, se glisse, sourit entre les câbles. Elle vient de loin. Elle veut voir les présentateurs, c'est une maladie. 21 mai 2021. Passer du temps à observer le dessin d'un pneu par la fenêtre du préfabriqué où un employé du Hamas vise mon passeport à l'entrée nord de Gaza. Il y a une affinité de l'attente à la géométrie. Sur le front de mer, Owais file à bord d'un kart décoré de fleurs rouges en plastique. Une sono crachote accrochée à l'essieu. Le garçonnet klaxonne à plein régime, il s'étourdit de plaisir. Lui qui, dans son immeuble, sursaute encore au moindre bruit après 11 jours de bombardement. Partout dans les parcs, ces petites voitures se louent 1 à 3 shekels le quart d'heure.
elle fonce dans les mollets des passants. Un soir comme celui-là, on se souvient que Gaza est l'un des lieux les plus denses sur Terre. L'important, c'est le bruit. Dans les premiers jours du cessez-le-feu, l'armée israélienne réévalue le profil psychologique de Yahya Sinwar. Le chef du Hamas à Gaza pose pour les caméras en pleine rue. À un enterrement, il enlace les jeunes gens et refuse avec véhémence que ceux-ci baisent son front. Il soulève dans un stade le fils d'un martyr en uniforme, le contraint à dresser au ciel un petit fusil mitrailleur. Il nous convoque, voix assurée, yeux mouvants, cave. Il dit « les Israéliens et non seulement les Juifs ». Il parle au nom des morts. Il s'enfonce dans la poussière d'un fauteuil aux épaisses oreilles. 28 mai 2021, 6h05. À Gaza, la nuit, on n'entend que la mer. 40 km de côte et le battement du ressac qui meule. Dans ma chambre au Gloria, j'ai rêvé toute la nuit avec cela. Je me suis réveillé et rendormi, roulant 2-3 idées, comme des galets, comme en voiture, en marchant, en rêvassant, en mouvement. Je retourne la pierre à moudre sur le cerveau qui simplifie, qui s'abrase et cherche à mordre. Le vacancier, le touriste, le voyageur ont loisir d'associer des idées. Wandering minds. Ils s'inventent au passage des vies qui s'évaporent une fois de retour. Parlons de l'objectivité du regardeur. En temps de guerre, elle porte sur les nerfs. Et c'est vrai, c'est un défaut de l'œil que j'ai. Souvent, les gens ont tête de chien. Le jaune tend à couler d'une forme à l'autre. J'aime que l'on me parle de la fabrique du regard. Je pense aux 2 frères carrossiers d'Ataroth qui s'affairaient sous la lune et à Pierre qui s'agenouillait devant eux. Dans ce volume de Catastrophe, le 5 toujours, que vous pourrez retrouver à la sortie, que vous pourrez acheter, il n'y a pas seulement des poèmes originaux de poètes français, il y a aussi des traductions. Et pour nous, dans cette aventure, donc, qui aura duré 8 ans, ça a été toujours important, les traductions, ne serait-ce que pour ouvrir un peu les fenêtres par rapport aux querelles franco-françaises et puis voir ce qui se passait ailleurs, c'est-à-dire en traduisant des textes contemporains de plein de langues. Il y avait une quinzaine de langues dans Catastrophe qu'on a traduites. Du chinois au polonais, au latin, à l'anglais bien sûr, à l'allemand, et puis aussi en retraduisant des textes de la tradition. Et en l'occurrence, dans ce volume, on peut trouver une nouvelle traduction que j'ai faite de Aurora Lee, le roman en vers d'Elizabeth Barrett Browning, dont je vais vous lire un extrait. Alors cet extrait concerne Aurora Lee quand elle est encore jeune fille et que sa mère vient de mourir à Florence. Et donc, la jeune Aurora contemple le portrait qui a été tiré de sa mère juste au moment où elle est morte. Le peintre avait fait ce portrait après sa mort. Visage, gorge et main une fois achevé, une camériera haïssant le linceul anglais lui apporta le dernier brocart qu'elle avait mis au palais Pitti, le conjurant de ne peindre plus triste chose qui ferait du mal à sa pauvre maîtresse. Il en obtint un très étrange effet. Et moi, toute gamine, je restais tapie sur le sol, des heures, jambes pliées, à contempler au-dessus d'eux, moitié terreur, moitié adoration, l'image, là, blanche forme de vie irréelle, signesque, qui s'envolait depuis la rigide soie rouge paraissant étrangère, inapte à l'empêcher de briser les contours. Et des heures durant, je la fixais, assise. Assunta, sidérée, et les yeux malheureux de mon père partaient dans cette direction où allaient mes pensées, errantes au-delà du visible. En grandissant,
Je mélangeais et confondis inconsciemment tout ce que j'avais lu, entendu ou rêvé d'admirable ou d'abject, de beau, de pathétique, d'horrible ou de grotesque avec cet identique visage, qui dès lors ne se transforma plus, mais tint à sa hauteur mystique toute forme, haine, peurs ou amour, et devint tour à tour fantôme, démon, ange, esprit, sorcière et fée. Muse intrépide regardant son sort atroce, psyché énamourée perdant de vue l'amour, ou méduse tranquille au front doux et laiteux, toute bouclée, et tout habillée de serpents, gluante d'excrétions, roulant comme la sueur, ou Notre-Dame de la Passion poignardée où tétait son enfant, ou Lamia dans sa prime pâleur de clair de lune avant qu'elle recule et cligne et se tortille en tremblant vers l'impur. Voir ma mère, offrant son tout dernier sourire dans son dernier baiser sur la petite bouche que mon père abaissait vers le lit pour cela, ou ma mère, enterrée sans baiser ni sourire, à Florence. Vision qui, massée sur la toile ensemble, se figeait devant ma tendre enfance méditative, ainsi que les incohérences des changements et de la mort nous apparaissent entièrement mais mélangées et confondues dans le mystère clair de la vie perpétuelle. Alors vous trouvez un plus long extrait d'Auroralie dans le volume, puisque le poème est paru en feuilleton. C'est aussi une des spécificités de Catastrophe. On a aimé publier des textes, non seulement des textes indépendants, mais aussi des séries de textes qui se suivaient d'un numéro sur l'autre. Et en cela, le format papier permettait de les retrouver dans leur intégrité. Donc c'est aussi l'intérêt de passer à la publication en livre. Donc il y a cette partie traduction qui est extrêmement importante pour nous. Et puis il y a enfin une troisième partie, après les poèmes, les traductions, qui est la partie critique, voire parfois explicitement théorique, qui a été aussi un chantier qui nous a beaucoup occupés, pour lequel on a invité beaucoup de personnes à venir réfléchir avec nous à ce qu'était la poésie, à ce qu'elle pouvait être, à ce qu'elle devait être parfois, et aussi à réfléchir à cette question, pourquoi, comme Elisabeth Barrett Browning dans Auroralie, pourquoi ça peut nous arriver d'écrire des histoires, d'écrire des récits en poésie. Et cette question, Sophie Martin, qui va maintenant intervenir, a essayé de la prendre à bras-le-corps dans un texte qu'on retrouve dans ce numéro. Et donc, je vous demande d'accueillir Sophie Martin. Bonsoir. Je vais donc vous lire la deuxième moitié d'un bref essai intitulé « Pourquoi écrit-on des récits en poésie ?» La question pour moi est en réalité celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la poésie plutôt que la prose quand on a quelque chose à raconter? J'ai recherché les facteurs qui déterminent ce choix. Je suis partie d'une phrase de Houellebecq disant que la poésie est ce qui vient tout de suite et que la prose est ce qui demande du temps. J'en ai déduit que la prose est ce qui demande de la confiance en soi, tandis que la poésie est ce qui n'en demande pas. Et voici la suite. Le récit en poésie est donc une affaire de peur et d'impuissance à endurer cette peur. La part respective de la poésie, majoritaire, et de la prose, minoritaire dans l'histoire de l'humanité, nous fait penser la même chose. Les individus chargés de raconter quelque chose ont presque toujours mis leur récit en poésie et non en prose, parce qu'ils ont presque toujours été impuissants, soit par l'impuissance dans laquelle était l'humanité elle-même par rapport aux lois de la nature, ou dans laquelle était leur groupe humain par rapport à d'autres groupes humains, soit par l'impuissance dans laquelle les individus chargés des récits se trouvaient face à des groupes de leur société qui les dominaient. La raison mnémotechnique qu'on a donnée ne me paraît pas expliquer entièrement les rimes. La parole qui n'était pas celle du pouvoir ne pouvait pas être lâchée comme ça, sans règle prétexte, en se fondant uniquement sur son intérêt intrinsèque. Le vers est une manière que les auteurs ont eu de dire « Je ne vais que là où je dois aller, à la rime, voyez comme j'obéis, ces règles sont savantes, d'un savoir qui n'a pas été défini par moi. Je ne suis qu'un modeste artisan. Je travaille, moi aussi. Le métier est difficile. Encore une rude journée. Ce n'est pas moi. Mettons que je n'ai rien dit. » Je reconnais qu'il est hasardeux d'enchaîner comme cause et effet des événements aussi gigantesques et aussi soumis à tant d'autres événements que la puissance d'une société ou d'un auteur et sa capacité à produire de solides récits en prose. Bien des exemples pourtant continuent à me faire penser que pour le récit, la prose est le langage des puissants et la poésie celui des humiliés. La prose, le langage de ceux qui pensent qu'ils sont intéressants,
donc des gens extrêmement favorisés. Je veux dire, bien sûr, il y a un peu partout dans la société des personnes mal éclairées qui sont persuadées d'être intéressantes, mais des gens intéressants et qui pensent, sans effort, l'être, vous n'en avez que dans les strates favorisées. Et la poésie, le langage de ceux qui en doutent et qui se disent qu'il va leur falloir trouver un truc pour le paraître intéressant. Parenthèse, que la prose soit le langage de ce qui est intéressant de façon flagrante et immédiate, cela me paraît assez sûr. On n'imagine pas un instant les évangiles en vers, par exemple. La part la mieux assise de la noblesse d'Ancien Régime écrit en prose, pourquoi des chefs de gang de grande noblesse comme Ray font de leur mémoire des monuments de prose et des bandits de petits extras comme Villon des poèmes? Un autre événement de l'histoire littéraire me fait encore sentir que puissance et prose, puissance et récit en prose vont ensemble, et qu'impuissance et poésie, impuissance et récit en poésie peuvent aller ensemble. Il concerne l'épisode malheureux du nouveau roman. Les écrivains qui ont été regroupés sous le nom de ce courant ont produit des romans qui étaient autre chose que des récits, ou qui, pour des récits, n'étaient plus tout à fait de la prose. Parenthèse, pourquoi n'ont-ils pas écrit franchement de la poésie? Eh bien, à une époque qui croyait absolument au caractère inéluctable et tout-puissant du sens de l'histoire dans les arts, au point qu'un musicien dodécaphonique ne considérait pas plus, en le croisant dans la rue, un musicien non dodécaphonique qu'un détritus sur le trottoir, à cette époque qui se voyait forcé de sauter d'avant-garde en avant-garde, quel enfer, l'avant-garde poétique était encore le surréalisme, et comme celui-ci avait établi de fermes positions avant-gardistes et ne laissait passer personne devant, les voies, pour être à l'avant-garde de cette avant-garde, devenaient remarquablement escarpées et solitaires. À peu près au moment où le communisme soviétique, lui, avant-garde pourtant tout aussi figé, se refaisait une santé dans ses débouchés tiers-mondistes. Pour le roman, en revanche, personne, je crois, n'avait encore établi de dogme. C'était l'honneur de ce genre, le dogme lui tomba dessus. Fin de la parenthèse. Or, cette période de l'histoire de France correspond justement à une impuissance à raconter, c'est-à-dire à une impossibilité d'avoir le front de décrire un événement après l'autre. Cette impuissance est née, à mon avis, d'un enchaînement catastrophique d'événements réels, la défaite de 1940, précédée en plus de la drôle de guerre, c'est-à-dire d'une période vide d'événements. On finit sans doute par se remettre de la honte, si on prend la peine d'y penser de temps en temps. La défaite de 1870 avait été instructive à bien des points de vue, et c'est en pensant à elle que Nietzsche disait que pour un pays, une défaite vaut mieux qu'une victoire. Mais la guerre de 1870 avait été regardée en face. En 1871, la France était vaincue. En 1945, elle était dans le camp des vainqueurs. Cette position était un obstacle important pour raconter la défaite initiale. La guerre de 1870 était de plus pleine d'événements dramatiques avec ses héros et ses traîtres. Il ne s'agissait pas d'une longue immobilité suivie d'un effondrement. On peut raconter une défaite si elle est une série de luttes malheureuses, mais un suspens, puis un effondrement. Comment le raconter? Comment le raconter en public? Comment raconter quelque chose quand il n'y a, pour ainsi dire, pas d'événements qui s'enchaînent, mais un abîme? Pour les récits en prose, il faut qu'il y ait une pente praticable, aussi accidentée soit-elle, et non un précipice. Pour éviter de s'expliquer pourquoi il était devenu quasiment impossible de faire un récit en prose, le roman fut déclaré ringard, avec talent et grand renfort de concept. Plus précisément, l'opinion qui se constitua était qu'il n'était plus possible d'écrire des romans comme Balzac. Cette opinion était absurde puisqu'il est de toute façon impossible d'écrire des romans comme Balzac, ces romans ayant été écrits dans un contexte historique précis, fini, irreproductible, et donc ne pouvant plus donner de produits littéraires. J'ai un peu honte d'écrire des choses si évidentes. L'histoire n'est pas une brocante où on peut transporter des bibelots à tort et à travers. Pourquoi tant de gens se laissèrent-ils intimider par des textes doctrinaires du nouveau roman? Il aurait pu y avoir encore des romans à la Balzac, bien sûr, et il y en avait, mais qui n'avaient pas plus d'intérêt que des romans de Balzac écrits par une intelligence artificielle. Et on ne voit pas bien la nécessité, sinon pour ruser, de prendre des choses sans consistance pour repoussoir. Ce qui était donc surtout différent entre ces deux périodes, c'est que la puissance et la domination qu'exerçaient les bourgeois jusqu'aux écrivains dans les années 1830, du fait de la puissance et de la domination qu'exerçait sur le monde la société dans laquelle ils se trouvaient, avaient été remplacées par une impuissance profonde et irréfléchie. Les années 1830 sont de grandes années pour le roman, les années 1950, celles de ces produits littéraires souvent épais et toujours étranges, qui ne contiennent pas vraiment de récits et dont la prose s'enroule dans des envoûtements, ou bien se met à hésiter profondément, ou bien reste engoncée dans des phrases visant à une froide objectivité, ne laissant guère de place au mouvement, à l'énergie, à la vivacité.
Remarquons que la façon d'écrire l'histoire dans les années 1950 devient tout aussi étonnante. Les historiens se concentrent sur l'histoire longue qu'ils feignent d'inventer, sur l'histoire des mentalités, puis 30 ans plus tard sur la micro-histoire. Ou bien ils se détournent en se passionnant pour l'histoire de l'Antiquité. Le récit en histoire se perd et le récit des événements récents est absent. Nous n'avons pas en France de grande histoire événementielle de la France après 1940, à part des résistants, Marc Bloch, Daniel Cordier, Crémieux-Briac, à part donc des gens qui avaient vaillamment gardé leur liberté d'action et leur capacité d'influer, même très modestement, sur le cours du monde, les grands historiens de cette période de la France sont des étrangers compatissants. Oui, il faut dominer la situation pour en faire le récit. Et si on ne domine plus la situation, si on perd complètement la main, ou si, étant dominé, on ne renverse pas le point de vue à son profit, on ne peut mettre en prose le récit enchaîné des événements historiques. Ayant perdu cette puissance d'ordonner les choses dans la durée, on ne peut non plus faire des récits en prose qui racontent une histoire et qui la racontent sans décrocher du fil des événements, sans ployer, sans céder à l'enchantement de raconter les choses de façon hallucinée, circulaire, sensément poétique, les yeux fermés, comme pour soi-même. Je pense à certains passages de La Route des Flandres. Ne comptez pas sur moi pour dire qu'il ne faut pas raisonner en termes de supériorité ou d'infériorité de la prose ou de la poésie, que l'une n'a rien à voir avec l'autre et que chacune a ses qualités et ses sommets propres. Je mettrai mes pieds dans tous les plats. Je pense que le récit en prose est supérieur au récit en poésie, que les époques de prose sont supérieures aux époques de poésie. Ça ne me fait pas spécialement plaisir. J'aime tant Rudebeuf, Villon, Corbière et William Cliff. Mais la prose est le langage de ceux qui dominent la situation, la prose est ce qui aide à vivre bien, la poésie est ce qui aide à vivre mal, le comique est ce qui aide à vivre bien, le tragique ce qui aide à vivre mal. Évidemment, ce qui est ennuyeux, c'est quand on se rend compte que vivre mal est souvent plus intéressant que vivre bien. La partie de la vie où on a l'énergie de vivre mal, où vivre mal ne nous fait pas de mal, où on peut vivre mal sans dommage est la meilleure. C'est en général ce qu'on appelle la jeunesse. La fin de la jeunesse arrive précisément au moment où on se rend compte qu'on ne peut pas vivre mal sans dommage. Alors soit on se laisse définitivement endommager, parce qu'on a profité de l'intérêt profond de vivre mal et on ne peut s'en passer, soit on s'organise avec la conscience douloureuse que l'organisation est mortifère. Ce qui est ennuyeux avec le fait de vivre bien, c'est qu'on manque des choses extraordinaires, des désespoirs extraordinaires, des joies extraordinaires qui vous rendent malade, mais qui sont extraordinaires, des mélancolies qui vous mettent à plat, la sensibilité incroyable qu'on possède quand on est à plat à un niveau de profondeur où la poésie vient toute seule, où la prose est inaccessible, et où on ne peut pas avoir une vie professionnelle dynamique, pas consommer sereinement, pas avoir une vie de famille heureuse et des enfants dégourdis. Ce qui est ennuyeux, c'est qu'il y a des époques où il est plus intéressant de vivre blessé et des époques où il est plus intéressant de vivre épanoui. Ou bien, il y a des époques où la vie épanouie est moins débile qu'à d'autres. La vie épanouie, aujourd'hui, en tient une sacrée couche quant à la débilité. L'idéal serait de nous rassembler pour faire que notre époque soit plus intéressante à vivre en étant épanoui que blessé. Mais chacun est très seul et la poésie est si belle. Alors vous l'avez compris en écoutant Sophie, la poésie a évidemment à voir avec la catastrophe. Et c'est pour cette raison qu'on a appelé notre revue, quand on l'a montée, Catastrophe. C'était aussi une manière de dire que ce qui nous intéressait, c'était de parler du monde avec ces catastrophes. La catastrophe climatique, bien sûr, mais tout un tas d'autres catastrophes. Et aussi de faire du poème lui-même une sorte de catastrophe dans le langage, venant en quelque sorte faire s'écrouler les manières courantes de parler, jusqu'à construire les cabanes dont je parlais tout à l'heure. Et puis, lorsque la poésie s'intéresse à des catastrophes présentes, mais aussi passées, elle peut avoir un rapport qu'on pourrait dire archéologique, c'est-à-dire revenir sur un événement catastrophique qui a eu lieu dans le passé et essayer de le reconstituer avec les bribes de langage qu'elle a à sa disposition. Et dans le volume 5 de Catastrophe, vous trouvez une espèce de poésie archéologique, comme ça, celle de Jules Masson-Mouret, qui est très intéressante, et celle de Guillaume Condello, qui revient sur un accident qui a eu lieu en 1979 à l'aéroport de Nice, qui se situe à l'embouchure du fleuve Var.
Et donc en 1979, il y a eu un accident industriel à la suite duquel, au cours duquel il y a eu plusieurs morts. Et Guillaume Condello, qui est donc un des 3 animateurs de Catastrophe avec Laurent Albarracin, par ailleurs l'auteur de Tout est normal, qui est paru en 2022 aux éditions L'Hurlure, revient sur cette catastrophe dans le texte qu'il va vous lire. Le texte est un sonnet de sonnets. Près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, de Nice invisible d'abord, puis en hurlant, les traînées des avions recousent de fil blanc le ciel au quartier. Pour les filles déchirées, marchant près de la plage où l'eau têtue plaque sa langue le long du tarmac, accueillant les transports réguliers des touristes, contemplant tes rivages sans nuages. Le vent court, aboyant sur la plage vidée. En 79, dans une vague grise, l'aéroport sombra, hommes et biens. Au reflux, des tessons venus de l'Italie, chantés, brisés au sol, parmi les pyramides, des vers, entortillés en turicules d'or. Allongée sous les draps de l'eau, la roche-mère ouvrait ses flancs en V au var et sa charrue, l'ensemençant d'un limon frais, de sables instables surchargés d'autres sables, cailloux cassés, galets arrachés aux montagnes, aux planchers soulevés depuis les fonds marins, ces peuples de conques croissant sur les parois de calcaire, jadis cristaux, couverts de glace, transhumant en camion des plateaux enneigés, et l'été, des odeurs de pain, d'échappement, fuyant au bord de l'eau fondait l'aéroport, les machines frappant comme Xerxès la mer indocile, où un tsunami avala tout, les ouvriers aussi. Comme les nuages grêlaient leurs molécules sur les vagues, sapant les pieds d'argile du chantier, un fluage, évidant la matière, l'emporta vers le large, et quelques ouvriers, brassant leurs éléments en dosage précis à la soupe salée, leur fer, azote et soufre rance que les poissons dorés rôtent, autant d'entre les dents pourries des poutres tordues, rien que la forme esquissée qu'on fait d'atomes friables, en vivant, vite effacés au profit de la suivante, pourquoi l'on a vécu. Au fond de l'eau, la vie fleurit, comme partout des morts, dans la banalité des catastrophes. Sur les photos, on voit le tracé de la digue avant qu'elle sombre, crochu comme les doigts, un poing rageur fermé sur la matière en fuite. Par tombereaux entiers dans l'eau silencieuse et noire de la mort, les colonnes têtues des engins de chantier repoussant les gravats en rimes abolies, les pilons impuissants à fixer la terre où elle ne voulait rester, les sédiments blanchis où la chair engloutie des bulldozers tordus fait un linceul froissé autour des ouvriers, les tourbillons bouillants du Var encagé, écumant de rage. On ne voit pas, en mer, nager 2 chauffeurs ni mon père, que sa boîte avait mis au repos. Dès 16 ans, subissant les champs rectilignes tirés par la nécessité hors du foyer natal, ses parents, de Calabre, 12 heures sous la loi du travail, parfois plus, tard, les nuits froissées, les bagnoles, à brûler de l'essence et la vie maquillée en traînées noires au sillage rapide des gyrophares bleus sur tout. Au matin, le travail, encore, à poser des parpaings tout pesants de sommeil, ou les routes droites que l'eau têtue, tôt ou tard, emporte dans la maison, le silence effondré par la fatigue, le soir, devant l'écran de la télé. Moi, dormant au milieu de ces histoires, Coco, en perroquet de pirate et sa jambe bouffée par la fraiseuse affamée, le bouton d'arrêt trop loin, la tôle ôtée de protection, à l'époque on pouvait, et l'engin dans mes yeux en gros fruits cannibales aux dents de graines vertes, au printemps, dont le jus sanguinolent et sucré déposait au fond du saladier. Les toupies de béton, les camions fracassés, contre la nuit pendus au volant, se tenir 3 jours d'affilée sans dormir, fiers, dans les fatigues, de trouver sa valeur vaine. Au taf se flinguer, afin d'y oublier qu'elle n'est que le prix que l'on mit à sa vie. Courbé l'été, tremblant, sur les cubes luisants de la sueur grasse du goudron, enrobant le gravier, la vapeur épaisse et âcre autour de la gorge, mes mains serrées les premiers jours, dont la peau s'arrachait sur le bois de la pelle,
pistonné, l'air brûlant frappant contre le mur, l'aboiement continu du finisher couvrant les cris pour un peu d'eau, la route, où je voyais de longs vers étirant leurs lignes sombres sur le paysage, plongeant les mains dans cette masse noire, et à midi, son parfum nous suivait. Quand on partait avec les ouvriers, on ne mangeait jamais avec les Arabes. Toujours raide, tirant la corde des jours en mouvements violents et déréglés, sur 40 ans et plus, au rythme des machines de chair. Combien d'heures faut-il pour oublier ces situations gênantes et extraordinaires que tous imposent à leur corps, sous le soleil frappant? Et quel est le métier du malade? Et pourquoi sur le sol faudrait-il une source de mots où les corps construisaient le soutien de leur vie? Ramazzini, offrant les réponses au roi, sans quoi le genre humain ne connaîtrait aucune loi, hors le travail. Le monde, emporté sur la pente où nous sommes bientôt, changerait de visage. Or, l'aéroport tient tête à l'eau, servant sur son plateau continental des avions argentés, soufflant leur kérosène à la gueule du ciel, cramant clopes d'alu, les passagers jouant dans l'habitacle climatisé de l'air un rôle provisoire, et quittant silencieux la scène en cendres, bourrant les cumulus de carbone éclatant en orage, lavant la plaie rougie des gorges tranchées par le fleuve dans les pélites, quand l'anthropos inconnu n'avait déjà posé ses pieds, laissant au sol une empreinte, aux parois la main peinte, traçant un signe capital, un salut animal, innocent du profit. La mer, ici, en peau tannée par le soleil, sur 5 à 6 millions d'années, sécha. Comme au sortir de l'eau disparut, un tapis de cristaux sous les pieds de la déesse, avant de revenir, remontant le Var, encore innommé, son limon noyant toute la gorge scintillante incisée par son scalpel, engloutissant les morts, gueule ouverte sans cri. Quand dans la plaine vide, on entendait les bêtes traverser d'un rivage à l'autre, sans chemin que les rues où mourait une mer intérieure. D'autres bêtes viendront, traverser les frontières nulles que l'on dessine au milieu pour tromper le désir de croire que l'on est quelque part. Sur la mer sans moisson, on aurait pu marcher, animal dressé, pieds noircis, colonisant la plaine à l'horizon sans côte ni adieu, avant de revenir, quelques millions d'années après et quelques guerres, traduisant. Mon grand-père en Algérie, pour l'armée, disait « on s'entendait bien avec les Arabes », sans prendre la mesure des mots que je lançais à dos à leur visage. L'amour ne sachant rien de l'injustice, violemment tel celui battant femmes et enfants, orphelins de leur fils, partant, phrase fourrée dans un sac, le cimetière de Bonne, l'envie de mourir, il te donne. Et l'Europe et l'Afrique ont la mer pour partage inégal qu'empire sillonnaire, ces champs liquides recouvrant les morts d'un linceul d'eau, ces baies à bras ouverts, rivages sans nuages, agrandis. Dès 28, Surgueul, d'une suture de béton unissant sur le papier et l'Afrique et le fric au roc de Gibraltar, où l'eau avant coulait en vin salé, comme le vin changé ors en énergie. L'Europe, ivre d'Afrique avec le train des matières montant en pulsation rapide sur le sol libéré par la science. Assez de Lebensraum pour un moment, voir la paix reposant nue, comme à Pompéi. Là, les monts rabotés par les mains architectes, l'eau, le vent et le temps, refont le lit mouvant du fleuve, aimant la mer, froissant ses draps liquides, quand la terre baise le ciel, à l'horizon à l'est où, dit-on, commencèrent les cités, dans le sable, au hasard des chemins de 2 fleuves, fiers, avant que l'eau les ponce et le vent, en vagues visages abolis, sur les parois gravées, où de la gravité la loi est mise à nu, un avertissement. Ô empire toujours en ruine, qu'on fait naître de rien, dans le fracas temporaire des corps, qu'on voudrait contenir dans le plan d'une histoire, sur la plage froissée où les continents vont. À côté, mes fils jouent, éclatant la surface des flaques à pieds joints, brouillant dans leur miroir le blanc ébouriffé des nuages
devant les vagues, en cris clairs et colorés, que les mouettes volent pour les porter plus loin sur la plage ou une autre, où je ne serai plus, quand le ciel bas et lourd et toujours bleu verra d'en haut aller, en migrations infimes, les animaux toujours recommencés, courant comme mes fils dans le ressac salé, ballottés par la joie de frapper sur le sable leurs pieds, léchés par l'eau, la lumière, en reflet se brisant sur la mer, et le bruit qu'ils font en vivant. Merci. Alors ce numéro de Catastrophe, le 5e, est le dernier. L'éditeur Charles Maizens-Brizel, peut-être vous verrez sur le numéro, a écrit le 5 en exposant, comme si c'était Catastrophe puissance 5. Alors je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire exactement Catastrophe puissance 5, mais peut-être je peux vous demander de faire l'effort d'imaginer ce que ça serait Catastrophe puissance 2, c'est-à-dire une catastrophe dans les catastrophes. Et c'est ça que signale la fin de notre revue. Alors pour l'enterrer en beauté, je pense qu'il faut finir par un dernier poème que je vous propose de lire. Je ne crois pas qu'il existe un enfer. Et si positivement peu que j'affirme non. Non. Cela n'existe pas. Quel enjeu y a-t-il ici pour nous, compost modernes ? Et je refuserais de prêter un verre petit ou d'imagination, appât ou couverture d'une aventure de la pensée plus singulière ou ambitieuse, aux fantasmagories, qu'elles soient instituées en diables et licornes par des monstres à mitre, ou s'émancipent dans la 8e bolge d'un Moyen-Âge continuant de nous engloutir sous des formes baroques, où croupissent les âmes des pécheurs. D'ailleurs, je ne crois pas plus évidemment à l'âme que ceux qui nous font tort sont des pécheurs. Mais si je devais dire ce que je crois, y aurait-il quoi qu'on puisse identifier à quelque contenu culturel ? Image défendue, poussée par une entreprise religieuse, douteuse ou étatique ? Sans doute. Pour terminer la phrase commençant par « je crois », je ne parviens guère pourtant qu'à m'esquiver moi-même en cercle centrifuge. Pas que nous sommes immortels, ni que l'un est né bon pour que la société le daube, ni qu'il soit d'essence l'escroc qu'aiguise contre l'autre ses crocs de loup. Pas plus, c'est l'évidence, que la justice soit l'attribut sauvage du monde ou qu'elle en soit exclue. Du reste, si je devais me rapprocher d'un terrain plus connu que les théorèmes théologiques de la tribu, mais plus glissant, je saurais affirmer crânement, je ne crois aucune philosophie, celle de Platon plus que celle de Lumière, ni que la poésie lue libère l'individu. Je ne crois pas. Je ne crois pas en rien pourtant, et si seulement cela était possible, en quoi ? À quoi ? 6 fois sans ligne pêche dans le canal mémoire des allitérations la perception d'une jeune femme dans la ville, à garde, ayant cherché sa dose et l'ayant eue, visage crasseux, cheveux ébouriffés et longues jambes ouvertes, le sexe à l'air, laissant des flots d'urine nonchalantes, dégoulinées, molles, le long de l'escalier sous les marches sales duquel elle attendait, et je passais à toute allure, footing retour, 8h du mat', à Stalingrad, où se découvrent à l'aube, aux yeux cernés, grillent les craqués et les coureurs, puis leurs regards se croisent. Est-elle penaude ou comme un roc, j'ai 2 images dont la seconde est la grotte peinte par où la source de la Loue coule dans le Doubs, voyant sa pisse fiévreuse que les égouts jetteraient dans l'Ourcq dans la Seine, et la première, une femme à peine humaine, qui aurait pu pourtant être ma sœur et qui l'était, d'une certaine manière. Je faisais la revue de mes croyances et pouvais dire voilà, je crois. À l'amour ignorant que sa fragilité le pousse à s'encombrer de preuves que l'amitié, j'y crois aussi, ne réclame pas la correction, la redistribution même des idées coincées à l'intérieur des phrases comme des restes de salade dans une mâchoire que je sais remuer pour formuler les thèses attendues, mais sans y croire, en concession malade à la jeune fille.
Pourtant, elle n'a pas plaisir à déchirer les corps ni d'intérêt, je crois, à regarder quelqu'un la voir en train d'agir l'acte tremblant et tout dans son poème hésite entre terreur subie de l'administration qui coupe ce qui résiste sous le soleil et jette les croyants au fleuve noir de Loire avant de se tourner contre lui qui en tira profit, et terreur administrée en officiante de paradoxe, dont l'enfer même est dévasté d'événements, ridicule bravant le ridicule ou choisissant le monde horizontal comme on s'extrait la gueule d'un lac pour in extremis inspirer le vide. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant que catastrophe est une chose du passé, on vous propose de discuter avec vous 5 minutes si vous avez envie. On a des micros qu'on peut faire passer si vous avez des questions à nous poser, des remarques à faire, des objections à nous formuler. Et on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Il y a des micros. Et on est avec vous. Monsieur le distributeur. Merci. Oui, j'aurais juste voulu savoir pourquoi la revue a cessé de paraître. Alors, pour avoir toute l'histoire et de sa construction et de sa disparition, il faut acheter et lire l'exemplaire de la revue, puisqu'il se termine par un long texte de 40 pages dans lequel tout est expliqué en détail. Mais en gros, il y a eu plusieurs choses qui font que la revue s'arrête, des choses d'ordre personnel et des choses qui sont plus relatives à l'état de ce que nous semble être le milieu de la poésie en ce moment. Pour ce qui concerne ce deuxième aspect, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'est lancé, on avait l'impression qu'on arrivait après un moment de la poésie française, en gros celle de la querelle des formalistes et des lyriques. Et on s'est arrêté à un moment où on avait l'impression qu'un autre moment commençait, celui d'une poésie beaucoup plus engagée, sur l'intersectionnalité, le féminisme, ce genre de choses, une poésie beaucoup plus politique qui correspond pas tout à fait dans ses modalités à ce que nous, on défendait. Et du coup, on a eu l'impression qu'en fait, on représentait, sans représenter personne, mais enfin, en tout cas, qu'on était peut-être symptomatique d'une génération, la génération des poètes nés, disons, dans les années 70 et 80, et que la nouvelle génération, née dans les années 90, avait porté une autre forme de poésie, aussi avec d'autres médiums, par exemple, en passant beaucoup plus par Instagram ou TikTok, en revenant aussi beaucoup au papier, alors que nous, on était une revue en ligne. Et donc, en quelque sorte, que le champ avait opéré comme ça une espèce de torsion dans lequel le travail que nous, on pouvait porter avait peut-être moins de nécessité, moins d'urgence, d'autant qu'on l'avait fait pendant 8 ans et qu'on avait l'impression, avec ces 8 années-là, à la fois d'avoir beaucoup travaillé, puisqu'on a fait 50 numéros dans lesquels à chaque fois il y avait un édito, de la critique, des corps à corps, et donc on a beaucoup travaillé avec Laurent et Guillaume et les personnes qu'on invitait. Donc on avait l'impression, à notre niveau personnel, tous les trois, d'avoir un peu fait le tour aussi des objets qu'on voulait travailler. Et on avait aussi un peu l'impression qu'on avait invité toutes les personnes qu'on avait envie d'inviter et qui se trouvaient être, on s'en est rendu compte un peu après, les gens qui correspondaient peu ou prou aux aspirations de cette génération-là, qui ne se reconnaissaient pas dans la querelle précédente, mais qui ne se reconnaissaient pas non plus dans la poésie très politique, très engagée qui se fait actuellement. Et donc, d'une certaine manière, toutes ces choses-là faisaient que la boucle était un peu bouclée pour nous, en tout cas dans ces modalités-là. On refera sans doute des choses avec d'autres personnes, mais dans ces modalités, Catastrophe nous semblait avoir fait ce qu'elle avait à faire, quoi. Mais il y a encore plus de réponses dans le volume papier. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques ou...
Et ben, si ce n'est pas le cas, on vous salue. On vous remercie beaucoup d'être venu nous écouter ce soir. C'était un plaisir de faire vivre cette revue avec vous. Et on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci beaucoup.